La chance tourne. Ce matin-là, Percy se trouve à la gare du Puy-Sec, en train de faire ce qu'il préfère le plus au monde, livrer le courrier. Pendant que les facteurs déchargent les sacs, Percy sent ses paupières qui se ferment lentement. Depuis la voie d'à côté, Henry donne 2 coups de sifflet et sur le quai, un homme secoue son mouchoir vert. Percy, mal réveillé, le prend pour le chef de gare et croit qu'on lui donne le signal de départ. Stop! On n'a pas fini de décharger! Stop! Oh là 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 là! Maintenant, la petite locomotive verte doit attendre que toutes les lettres aient été ramassées. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Non, c'est pas de la poisse, dis-lui toi, Ben. D'accord, si tu veux, Bill. Ça, c'est de la négligence. En plus, je vais être en retard. Une fois sa bêtise réparée, Percy file à toute vapeur pour rattraper le temps perdu, quand soudain quelque chose attire son regard. Oh non! Il y a des citrouilles sur la voie! Oh! Quelle pagaille! Et mes roues sont toutes poisseuses et collantes! Décidément, ce n'est pas son jour de chance. Percy va devoir attendre que l'on vienne dégager la voie. Oh, Percy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Hiro, j'enchaîne les catastrophes et là, je craque. Mais non, c'est rien. Les jours de malchance, ça nous arrive à tous, tu sais. Percy se rappelle alors ce que Thomas lui a dit un peu plus tôt. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Du coup, Percy se demande si ce n'est pas lui qui attire la poisse. À la gare des Marrons, les jumeaux se font disputer par le gros contrôleur venu les voir exprès. À cause de votre négligence, nous avons pris énormément de retard ce matin. Alors, pour éviter que d'autres caisses ne tombent de vos wagons plats, l'un de vous va être forcé de pousser le train par l'arrière. C'est toi qui vas te mettre en fin de convoi. On n'aurait pas eu de problème si tu avais conduit plus prudemment. Pardon? Tu exagères! Je refuse de me mettre à l'arrière. Bon, j'y vais. Pendant ce temps-là, au château des Elfes, Percy est encore bouleversé par ses dernières mésaventures et il s'en plaint auprès de Stephen. Quelle poisse! Tu as encore tes 4 roues et un jeu complet de pistons, non? Tu devrais au contraire te considérer comme très chanceux. Oui, d'accord, mais pourtant, C'est drôle, j'ai connu des locomotives qui avaient la guigne comme toi. Certaines emportaient un gris-gris avec elles pour attirer la chance. D'ailleurs, moi, j'ai un fer à cheval porte-bonheur. J'aimerais bien avoir un peu de chance ce matin. À ce sujet, tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas mon fer à cheval porte-bonheur? Oh, merci beaucoup, Stephen. Tu viens de me sauver la vie. À partir de maintenant, grâce à toi, je vais travailler sous une bonne étoile. Je te le souhaite, Percy. Avec cet objet, la chance devrait enfin te sourire. Ça commence mal. Les roues de Percy sont toujours aussi poisseuses et collantes. Il avance par à-coups, comme s'il roulait sur des rails pas très lisses. Et il ne remarque pas que le fer à cheval gigote et tombe. Attention! Percy! Oh, misère! Le lendemain, à l'heure prévue, Percy est au Puy-Sec pour charger les sacs de courrier. Et croisons les pistons, car jusqu'ici, il n'a pas eu d'accident. En réalité, il a même tellement de chance que le gros contrôleur décide de lui faire confiance et de lui donner une mission très importante. C'est très simple, Percy. J'ai un paquet cadeau qu'il faudrait aller livrer de ma part à Madame la Duchesse de Beaufort. Ah, pas de problème, monsieur. Percy a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Et il est persuadé que sa chance est due au fer à cheval qu'il croit toujours accroché à son pare-choc. Oh, Un peu plus tard, ce même jour, Percy roule toujours dans le bonheur. Contrairement à Ben et à Bill. Tout ça, c'est de ta faute, Ben. Oh non, c'est toi le fautif, Bill. Tu m'as poussé trop fort et j'ai déraillé.
C'est faux. C'est toi qui allais trop vite devant. Nuance. Percy se sent encore plus chanceux en voyant les jumeaux dans le pétrin. Mais comme il est gentil, il leur offre son aide. Bill, pourquoi tu ne tires pas Ben pour le remettre sur les rails? J'ai déjà essayé, Percy. Mais Ben est beaucoup trop lourd. Mais non, je suis pas lourd. Bien sûr que si, tu pèses des tonnes. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de tirer Ben? Quoi, t'es sûr de pouvoir y arriver? Oh que oui! J'ai un super fer à cheval porte-bonheur. Un fer à cheval porte-bonheur? Mais où ça? Là, regarde! Oh, 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 il n'est plus là! Oh, oh non! Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Sans mon gris-gris, j'attire la poisse, la preuve. Oh non! Oh non! Hé! Et moi, tu m'oublies? Désolé, Ben. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller, on n'a pas trop le choix. Je tombe, Bill! Mais j'essaye! Je sais pas si je tiendrai encore longtemps! Avec fer à cheval ou sans fer à cheval, Bill et Ben ont besoin que je les aide. Percy passe à l'action. Il se fait atteler à Bill et tire de toutes ses forces. Le gros contrôleur arrive juste à temps pour assister à la fin du sauvetage. Et il est impressionné par le sang-froid de Percy. Hurrah! Merci, Percy. Oui, merci, Percy. Le gros contrôleur s'approche du héros du jour. Bien joué, Percy. Bien joué. Tu es vraiment utile et efficace. Je te félicite. Merci beaucoup, chef. Oh, Un problème, Percy? au revoir. J'exige des explications. Lequel de vous deux aimerait me raconter ce qui vient de se passer? Allez-y, j'attends. C'était de ta faute, Bill. Explique-lui. C'est toi qui as déraillé, alors vas-y, raconte. Tu m'as poussé. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Menteur. C'est toi qui mens. Non, c'est toi. Double mensonge. Je te dis que c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Percy, lui, file à toute vapeur au château des elfes pour avouer à Stephen qu'il a perdu son fer à cheval porte-bonheur. Tu avais raison, ton fer à cheval m'a porté chance. Il est très efficace comme porte-bonheur. Mais en fait, je suis vraiment désolé. Tu vois, je l'ai perdu. Mais non, regarde, il est là-haut. Il est tombé quand tu es parti la dernière fois. Tu croyais que tu l'avais avec toi alors que non. Alors, toute la chance que j'ai eue en début de journée, pendant mes livraisons et la mission spéciale... Ça, ce n'était pas de la chance, c'est comme ça. La vie te sourit, parfois c'est le contraire. Justement, tu sais quoi? Maintenant, je ne crois plus du tout au porte-bonheur. Ah oui, je t'avouerai que moi non plus, je ne pense pas que ça marche vraiment. Je m'en suis servi pour te remonter le moral. Ça, c'est très gentil. Ça a marché. Ah oui? J'ai eu de la chance alors. Percy a compris qu'il n'avait pas besoin de gris-gris ni de porte-bonheur pour accomplir sa mission. Car le secret d'un travail bien fait, c'est garder le sourire, savoir se rendre utile et être efficace. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée.
Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière. Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça. Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh, non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui,
moussaillon, c'est moi! Votre vieux copain Salty! Ça y est, je suis de retour! Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée! Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Ouais, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine! Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot! Le port, c'est mon petit paradis! Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort à faire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps, c'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter, et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des Quatre Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et
n'oubliez pas le lait. Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe. Oh non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux 4 vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je les secouerai un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon. Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi?
Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le. Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait une semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter,
Moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent, encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne. Eh oui, c'est Bertie. Salut, Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te revoir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. Une mission qui ne sent pas bon.
Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte, avec plaisir. Ha, c'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais, un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux.
Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James. C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi. James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Oh. Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. Instant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas. Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non, tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive. Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ronchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin, je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère.
Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Tranquille. Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ah, Non! ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Ah. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive. Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grille. Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici le port. Waouh, c'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse. C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant.
Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef! Je m'en occupe! Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. L'échange de postes. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial! Merci. Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien.
C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit. Passe-les-moi, ça vaut mieux. Oui, c'est bien, Millie. Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, vas-y, avance. J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait.
Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stéphane est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stéphane. Stéphane, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stéphane passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stéphane est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve. Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stéphane à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stéphane puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stéphane est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stéphane. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Rayou! Ah! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stéphane doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Émilie. L'avantage,
c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrés à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon. Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh non, non! On va trop vite! Jules, freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! La locomotive grue.
Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Méric, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Édouard qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte,
les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train! Et ça monte! C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc! Oh! Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas! Ah, oui, je vais réussir! Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui! La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais! Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh, oh, oh non! Oh, 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 oh. Heureusement, personne n'est blessé. Oh, 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 je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne! Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On
arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être, mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis, Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami, et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le faon, mais c'est bruyant une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, Oh non! le faon saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère! Et oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. Ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile.
La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des Elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... Tellement silencieux. Le Fan, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des Elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des Elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même.
Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi! Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible, on n'a qu'à faire la belle! Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens! D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henri, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Et toi, tu peux parler à mon frère Bill? Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill.
Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue?